C'est un militant qui n'a pas la langue dans sa poche. Il a vécu en France, aux États-Unis et vit à présent en Israël. On accueille ce matin Rudy Rochman. Bonjour. Merci pour m'avoir. Vous avez 27 ans, vous êtes un activiste juif israélien, sioniste, c'est comme ça que vous vous définissez. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes très actif sur Internet surtout, vous cumulez plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Et votre travail consiste en fait tout simplement à aller sur les campus américains, dans les universités, pour déconstruire un petit peu les mythes qui entourent le peuple juif, mais surtout le conflit israélo-palestinien. On va en parler, mais d'abord j'aimerais comprendre brièvement comment vous vous êtes lancé dans ce combat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de militer? Moi je suis né en France, mais à l'âge de 3 ans je suis parti pour l'Israël, et à l'âge de 5 ans je suis parti pour Miami, et j'ai vraiment grandi partout dans le monde. Et dès un petit âge j'ai commencé à poser la question, mais vraiment de où je viens et qui je suis. Parce qu'en France j'étais le cousin américain, en Amérique j'étais l'étudiant français, et un côté ils me disent que je suis ashkenaz, l'autre on me dit qu'on est séfarade, et j'essaie vraiment de savoir de quel pays je viens, de quel peuple je viens. À l'âge de 7 ans, on s'est fait virer d'un bus en Londres avec moi et ma mère pour être juif, parce qu'elle avait un t-shirt en hébreu qui était écrit sur son t-shirt, et j'ai compris qu'en fait, où on est né, où on a grandi, où on a vécu, quel passeport on a, c'est juste notre expérience. Mais en vérité, en tant que juif, on vient d'un pays qui s'appelle le Judée, où aujourd'hui il s'appelle Israël. Alors en fait, je suis israélien. Alors après que j'ai fini les études en Amérique, je suis venu en Israël pour faire l'armée. Après l'armée, j'ai commencé mes études university à UCLA, Columbia University. Et c'est là-bas que j'ai commencé à voir qu'il y a des mouvements sur les campus. Et pourquoi les campus sont tellement importants? Parce que ça représente la future génération politique et économique et de pouvoir de la prochaine génération. Oui, vous avez justement choisi l'université Columbia. C'était pas un choix anodin. Déjà, c'était votre première action militante, je crois. Ouais, parce que j'ai commencé à UCLA, et c'est là que je me suis rendu compte que il y a vraiment des mouvements là maintenant ici qui essayent d'utiliser la souffrance des Palestiniens, de sortir de tout le contexte, jamais de parler de souffrance de Palestiniens, qu'on savoir avec des milliers qui meurent en Syrie, des centaines de milliers dans des camps réfugiés, des problèmes qu'il y a en Jordanie, ou des problèmes sur la frontière de Gaza et d'Égypte, mais vraiment d'utiliser la souffrance des Palestiniens et de convaincre tous les minorités sur le campus, ça c'est leur technique, que Israël c'est en fait le truc qu'il faut lutter contre, et c'est comme ça qu'on résout les problèmes du monde. Et quand j'ai vu ça, j'ai aussi regardé dans la communauté juive. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Et tout le monde disait ouais, il faut pas aller là-bas, ils sont trop anti-Israël, ils sont trop anti-sionistes, j'enverrai jamais mes enfants là-bas. Alors j'ai regardé, number one most anti-Israel school, l'université la plus antisémite en Amérique sur Google, Columbia University c'était numéro 1, je dis c'est là-bas que je vais, et j'ai transféré là-bas. Alors vous en avez été témoin donc régulièrement de cet antisémitisme sur les campus, notamment du BDS, le mouvement de boycott anti-israélien de plus en plus actif. On l'a vu encore récemment dans l'Illinois, ils ont voté pour le boycott d'Israël. Donc vous le dites, pour vous, c'est justement important d'aller sur ces campus, car ces gens qui sortent de l'université, ce sont peut-être les futures élites de demain. C'est exactement eux qui vont être dans les pouvoirs de politique, dans les médias, dans les bureaux de médecine, dans les bureaux de droit. Si nous, on peut pas dire notre histoire aux prochaines générations, quand eux, ils vont être dans des positions de pouvoir, ça va être un différent monde qu'on habite aujourd'hui. Vous étiez hier également, vous êtes en France actuellement, vous êtes allé à Jussieu, à l'université Nanterre également, et j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que ça avait aussi un petit peu chauffé avec certains activistes anti-israéliens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors à Jussieu il n'y avait pas grand-chose, mais à Nanterre c'était vraiment dès qu'on est arrivé là-bas, en quelques minutes il y avait au moins 40 ou 50 de personnes qui sont venues avec les mégaphones en train de nous crier, en train de nous dire sors d'ici, vous êtes même pas français, partez d'ici, Israël est horrible, on vive la Palestine. Et je leur ai parlé, est-ce qu'il y en a un entre vous qui est palestinien? Est-ce que vous savez même qu'est-ce que les Palestiniens souffrent? Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas de futur, que les Palestiniens disparaissent ou les Israéliens disparaissent? Alors si vous venez et vous disiez que vous lutterez pour les Palestiniens, mais en vérité vous causez le conflit. Parce que comment est-ce qu'on va résoudre le conflit? C'est les Israéliens et les Palestiniens en venant ensemble et de créer une future réalité, une civilisation qui marche pour les deux. Mais s'il y a des Français qui essaient de nous attaquer l'un et l'autre et utiliser une souffrance contre l'autre, en fait c'est vous qui êtes partie du problème. Et on a essayé d'avoir quelques conversations, on a réussi à avoir quelques-uns, mais en fait quand t'as 50 personnes qui veulent du mal pour toi, ils ont crié, ils ont dit plein de choses, mais on a créé du contenu, on aura des vidéos aussi. Alors vous publiez justement régulièrement des vidéos dans lesquelles on vous voit parfois dans des situations très complexes, même cocasses, parfois avec des interlocuteurs qui sont très antisémites, parfois très antisémites, même pas seulement anti-israéliens. Pour vous, peu importe les horreurs qu'ils peuvent dire, l'essentiel de votre travail passe par cette pédagogie, justement, l'apprentissage de l'histoire d'Israël. C'est aussi ça la clé de la réconciliation? La question fondamentale dans l'espace intellectuel, c'est pas est-ce qu'Israël est bien ou pas bien, c'est pourquoi est-ce qu'Israël a le droit d'exister et c'est qui les Juifs. Et
Et les juifs, pour moi, c'est pas une religion, parce que quand on regarde une religion, c'est en croyant en quelque chose. Qui veut dire, si t'es chrétien, tu crois pas en Jésus, t'es pas chrétien. Si t'es bouddhiste, tu crois pas dans la philosophie de Bouddha, t'es pas bouddhiste. Mais si t'es juif et tu crois pas dans la Torah et Dieu, t'es toujours un juif. Et même si tu acceptes Jésus, t'es chrétien. Tu acceptes Mohammed, t'es musulman. Tu acceptes la Torah, ça veut pas dire que t'es juif. Tu dois passer pendant des années de convertir à accepter une identité, une histoire, un futur, des aspirations d'un peuple, un langage, une connexion d'une terre. Alors on est vraiment une nation. Alors pour comprendre qui sont les juifs, on est vraiment une nation. Et pourquoi est-ce qu'Israël a le droit d'exister? C'est pas parce qu'on a créé des bonnes choses. Ouais, on est une démocratie, mais et alors il y a des autres pays comme la Thaïlande qui est pas une démocratie et personne ne demande si la Thaïlande a le droit d'exister. Alors on est en train de répondre à la question pourquoi est-ce qu'Israël a le droit d'exister avec des choses qu'on a créées comme les tomates cerises, comme Waze, comme le USB. Ouais, c'est très bien qu'on a fait ça, mais c'est pas pour ça qu'on a le droit d'exister, et surtout pas avec la nouvelle génération qui veulent plus, qui parle plus dans le langage de justice et de droit, pas en tant que qu'est-ce que t'as créé. Alors c'est quoi le droit d'Israël? C'est en effet, on est le peuple indigène à cette terre. On s'est fait sortir par les Romains, qui est une nation colonisateur de l'Ouest. Et une fois qu'on était sorti, on a même maintenu une présence constante dans cette terre. Et après 2000 ans d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu, on est rentré, on a créé un mouvement de décolonisation. On est rentré chez nous, on a sorti les Anglais, on a recréé notre civilisation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 48? Il y avait plein de guerres. Et à cause de cette guerre, qu'est-ce qui se passe après? Il y a le status quo d'aujourd'hui, qu'il y a des gens qui souffrent des deux côtés. Et pour pouvoir avancer de là, il faut résoudre les guerres, résoudre les problèmes et créer une future qui marche pour tout le monde là-bas. Vous le dites avec des mots très forts, les Israéliens sont les vrais indigènes d'Israël. En réalité, c'est ça que vous dites aux personnes pour les convaincre. Ben, c'est quoi le mot indigène? C'est le pre-colonial identity, l'identité avant la colonisation. La colonisation, c'est les Romains qui sont venus coloniser la terre des indigènes. Quand tu creuses dans la terre, tu vois l'histoire des Juifs. Alors oui, on est indigène. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des autres personnes qui sont venues depuis. Il y a plein de minorités en Israël. Il y a les Druzes, il y a les Bédouins, il y a les Arabes chrétiens, Arabes musulmans. Il y a des gens qui identifient comme Palestiniens, des gens qui s'identifient comme Israël. On peut créer une réalité, une civilisation ici qui marche pour tout le monde. Alors en France, j'imagine que vous suivez la situation. Il y a énormément d'incidents antisémites, des attaques mortelles parfois contre des Juifs, des profanations. Mais c'est vrai qu'en France, malheureusement, beaucoup de Juifs tendent à faire profil bas, en quelque sorte. Certains ne mettent plus leur kippa, n'osent plus mettre leur Magen David également, par peur. J'imagine que pour vous, c'est une situation aussi insupportable. Bah, ça commence aussi en Amérique, c'est pas qu'en France, mais c'est sûr qu'en France et en Europe, c'est pire. Moi, quand j'ai grandi, à chaque fois que je visitais ma famille, ou ici, ou à Marseille, ils me disaient toujours, rentre à Magen David. Et j'arrivais pas à l'expliquer quand j'étais petit, mais j'ai toujours dit non, je rentrais pas à ma Magen David. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, ouais, peut-être pour le individuel, sur le micro level, tu prends ta Magen David, peut-être tu minimises le risque d'un attaque parce que les gens, ils voient pas que t'es juif. Mais en fait, tu maximises le risque d'attaque comme un collectif, parce que quand tu rentres à Magen David, tu acceptes la réalité que tu dois avoir peur. Tu acceptes la réalité, c'est normal de cacher qui je suis. Et quand tu acceptes cette réalité comme un collectif, comme la majorité qu'on est aujourd'hui, les attaques vont monter. La raison pourquoi l'antisémitisme monte, c'est pas parce que eux ils font un bon travail, c'est parce que nous on refuse de faire notre travail, nous. Ouais. Alors plus largement aussi, l'antisémitisme, vous l'avez dit, semble exploser aux États-Unis. On l'a vu aussi avec les manifestations entourant la mort de George Floyd, les mouvements sociaux. Les Juifs sont régulièrement pris à partie. Comment vous le vivez en tant que Juif américain? Ben, il y a ce concept en Amérique et aussi en France aujourd'hui qui s'appelle intersectionality, l'intersectionnalité. Et en fait, c'est une idée de comment est-ce qu'on peut passer l'antisémitisme dans les autres mouvements minorités. Maintenant, quand on regarde dans des mouvements que tout le monde reconnaît comme antisémitisme, comme le nazisme, comment est-ce que Hitler a pu convaincre la population que les Juifs étaient mauvais? Il a trouvé le source du problème de la société, qui était le problème économique. Il a dit ça, c'est à cause des Juifs. Maintenant, comment est-ce qu'ils font ça sur le campus? Ils trouvent tous les groupes minorités, les Noirs, les LGBTQ+, les Natifs américains, les femmes. Ils trouvent leur souffrance. Ils disent non seulement ça, c'est la même souffrance qu'Israël cause aux Palestiniens, mais Israël, en fait, il cause votre souffrance aussi. Et la façon que vous puissiez lutter contre votre problème qui existe, qu'il faut lutter contre leur problème, c'est en étant anti-Israël. Et qu'est-ce que les Juifs y font? Ils restent dans leur communauté, ils font un événement, ils mettent un peu de musique de Omer Adam avec un peu de hummus, et on pense qu'on a fait notre travail. Quels sont vos projets maintenant, Rudy Rochman? Vous êtes en France. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je suis en France pour visiter la famille premièrement, mais aussi on fait plusieurs discours avec des organisations juives sur les campus. Après ça, si Corona nous laisse, je vais partir en Afrique pendant 3 mois.
Et je vais travailler sur un documentaire qui montre l'histoire des communautés perdues en Afrique de Juifs qui venaient d'Israël il y a très longtemps. Il y en a plein en Nigeria, en Ouganda, en Zimbabwe, en Kenya. Et j'aimerais bien dire cette histoire au monde. Moi, je suis intéressé par apprendre plus. Alors, je vais là-bas. Après, je retourne en Israël. Et en Israël, je suis parti d'un mouvement qui s'appelle Habayit, qui amène les Israéliens et les Palestiniens ensemble, activistes, pour parler c'est quoi notre problème qu'on fasse jour à jour, des deux côtés qui sont différents, et c'est quoi notre aspiration qu'on a besoin pour notre peuple qui sont différents, et comment est-ce qu'on crée une réalité qui respecte les deux pour les deux. Merci Rudy Rochman. Je rappelle que vous êtes un activiste juif israélien, sioniste. Je crois que demain aussi vous êtes encore en France pendant quelques jours, et demain vous êtes à la Sorbonne, non, c'est pas ça? On va à Sciences Po et à Tolbiac demain. Merci Rudy. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter évidemment. Merci et à bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.